Bonjour Cédric Villani. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes le député de l'Essonne évidemment et aussi une voix qui porte dans la vie politique, on peut le dire. Alors vous présidez notamment l'office parlementaire scientifique qui contrôle le bras armé en fait de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui contrôle la politique vaccinale du gouvernement. Vous avez été satisfait de ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui dit que tous les Français adultes qui le souhaiteront seront vaccinés d'ici la fin de l'été? D'abord, vous avez raison j'aime que vous évoquiez le rôle de cet office parlementaire scientifique que je préside. Une belle institution qui regroupe à la fois des députés et des sénateurs dans une ambiance transpartisane, bicamérale, les deux assemblées, et qui est le bras armé du Parlement en matière scientifique et technologique, toujours à leur service pour des évaluations, là où la science doit éclairer la politique. Oui. Alors vous l'évaluez comment Emmanuel Macron, là, ce qu'il a dit hier? Ce qu'il a dit, alors il y a beaucoup de choses à analyser, mais le plus important, c'est bien que nous avons besoin d'une stratégie vaccinale forte, déterminée, dans laquelle effectivement, qui doit reposer sur le consentement éclairé des citoyens, et dans laquelle les enjeux sont considérables. Enjeux logistiques, enjeux face à la diversité, les variations de l'épidémie. On voit que maintenant, le paysage qu'offre l'épidémie est beaucoup plus compliqué que ce que c'était il y a seulement un mois. Nous avons de nouveaux variants. Des nouveaux variants, des variants de variants, même encore maintenant. Absolument. C'est-à-dire, ça ne s'arrêtera jamais, on a l'impression. Hein. Nous sommes sur une question biologique. C'est normal qu'il y ait des évolutions, c'est normal qu'il y ait des mutations. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vais réinsister là-dessus, ce sont les vaccins. Quand l'épidémie est arrivée en mars, les meilleurs experts nous disaient « comptons pas sur un vaccin avant 18 mois ». Et encore, on sait que parfois, même au bout de 10 ans, 20 ans, vous n'avez pas de vaccin. Et les vaccins sont arrivés bien plus tôt que prévu, avec des taux de succès bien meilleurs que ce qu'on croyait. Ces nouvelles technologies, vaccins ARN, qu'on doit à l'imagination, à l'inventivité de chercheurs comme Katalin Karikó, cette brillante Hongroise qui pendant des décennies s'est battue contre un establishment dur à faire changer d'avis pour imposer ces technologies. Ces nouveaux vaccins, ils marchent bien, ils sont réactifs. On sait qu'ils peuvent être très rapidement changés. C'est presque, certains le disent, et je crois que c'est vrai, nous sommes sans doute au niveau de la vaccination en train d'assister à un changement de technologie du même ordre que le passage de l'argentique au numérique dans la photo. Oui. Et c'est le mathématicien qui le dit là aujourd'hui, hein, le vous grand savez, mathématicien. Hein. Vous savez, les mathématiciens ont travaillé sur la vaccination en France depuis très longtemps, puisque dès le XVIIIe siècle, Bernoulli, grand mathématicien suisse, présentait à l'Académie des sciences à Paris les premiers résultats statistiques montrant l'intérêt de se faire vacciner. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore la vaccination, mais c'est déjà là contre la variole. Donc vous dites crédit à Emmanuel Macron, oui, il a raison de dire que peut-être on y arrivera d'ici la fin du mois d'août. Tous les Français adultes qui le veulent seront vaccinés. Ça, oui, on peut y arriver. À condition que la logistique soit bien là, à condition que toute la société se mette, que chaque institution joue bien son rôle, oui, nous pouvons y arriver. Maintenant, ne surtout pas sous-estimer le défi logistique et le défi organisationnel. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette crise du Covid, qui est extrêmement important? Premièrement, on a vu à quel point la science, au niveau mondial, est capable, quand elle y met le paquet, d'apporter des solutions et de l'innovation. On a vu aussi à quel point il est difficile d'organiser le dialogue scientifique. Le débat, ça fait partie de la vie des scientifiques. Mais quand ça vient sur la place publique, souvent, ça se transforme en controverse, en polémique, et parfois c'est instrumentalisé. Et on a vu des prises de parole aussi de scientifiques qui étaient complètement à contre-courant et improductives. Et donc, le fait d'organiser bien ce débat, et puis on a vu tout ce qui est dans cette démocratie sanitaire, avec toutes les institutions qui doivent agir de concert, la complication à s'y retrouver. Et c'est à ça que sert notre office, par exemple. Travailler pour le Parlement, travailler aussi pour les citoyens. J'invite vos spectateurs à regarder, par exemple, en replay, l'audition que nous avons faite du professeur Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, il y a quelque temps. Ça a duré presque 2 heures. Nous l'avons cuisiné sur tous les sujets. J'ai aussi retransmis des questions émanant de citoyens. Nous avons un système qui permet de poser des questions en direct. Et c'est ce genre d'exercice démocratique et scientifique qui est important. Ce qui montre que l'Assemblée est écoutée, parce que parfois on reproche à Emmanuel Macron de tenir un conseil de défense à l'écart des regards, et que finalement il faudrait associer davantage les députés dont vous êtes, Cédric Villani. Nous devons associer le Parlement. Je suis un fervent croyant dans le fait que le Parlement doit s'exprimer sur tous ces sujets de façon forte, mais également augmenter la capacité d'expertise du Parlement. Dans la Ve République, le gouvernement, l'exécutif a la primeur sur le Parlement, on le sait. En revanche, c'est important que le Parlement se renforce
renforce sa capacité d'analyse, d'expertise. Et l'Office parlementaire scientifique, j'ai insisté pour qu'on recrute du monde, pour qu'on ait des scientifiques aussi en permanence à l'intérieur. C'est cela qui nous permet aujourd'hui d'avoir des avis réactifs. Alors, il y a en ce moment un projet de loi qui est débattu à l'Assemblée nationale. C'est ce projet pour conforter les valeurs de la République. On appelait le projet contre le séparatisme. Vous n'êtes pas d'accord avec finalement des restrictions, par exemple, de l'enseignement à domicile, tel que prévu dans ce projet de loi, hein? D'abord, je trouve que ce projet de loi a été pas du tout assez préparé. On est en train de revoir des lois qui ont été ciselées pendant des années de débats parlementaires. La loi de 1905, la loi de 1882, la loi Ferry, sont des lois qui ont demandé des années. Il y a eu 2 ans à chaque fois de débats, de discussions parlementaires. Et il y a énormément de choses dans cette loi de 1905 qu'on doit encore trouver, dont on voit qu'elle a réponse à tellement de problèmes quand on sait la lire. Là, nous avons eu quoi ? 6 semaines de débats menés au pas de course, pas assez d'auditions, pas assez de discussions. Ce ne sont pas des façons de travailler. Sur l'instruction en famille, ce que le gouvernement entend, c'est revenir sur une tradition qui a 140 ans, ou presque. La liberté pour les familles de choisir le meilleur système d'instruction, tel que ça leur paraît, pour leur enfant. Et la plupart du temps, ces enfants sont scolarisés, que ce soit dans des écoles publiques ou privées. Et il y a quelques familles qui préfèrent les garder en instruction à la maison. Ça représente 0,5%. Donc vous dites que ce ne sont pas des islamistes. Vous dites que c'est très, très minoritaire, ces cas-là. Parce qu'en fait, la loi est supposée lutter contre cela. Bien sûr. Et il n'y a aucune indication scientifique. Vous pouvez consulter les rapports des spécialistes en sciences sociales qui nous disent que ces 0,5%, ils sont là pour des motivations séparatistes ou de la radicalisation ou de l'islamisme. Et cet amalgame que vous voyez dans le discours du gouvernement n'est juste pas admissible. On a des profils très variés et on a parfois des familles qui juste considèrent, pour des raisons philosophiques, pour des raisons personnelles, que c'est leur devoir de se consacrer à l'éducation de leurs enfants. Il y a un contrôle déjà, et c'est dans la loi depuis Ferry, c'est dans la loi depuis Jules Ferry que chaque année, ces enfants doivent être contrôlés par l'État. On vérifie leur progrès. Si ce n'est pas satisfaisant, on les rescolarise. Pourquoi ne pas appliquer cette loi ? Il n'y a aucune raison de se priver de liberté et d'un système de soupape qui a très bien joué son rôle et qui a produit à l'occasion des exemples célèbres, y compris de grands scientifiques, pas du tout des asociaux, pas du tout des radicalisés, pas du tout des séparatistes. Oui. Un autre projet de loi, et là pour le coup qui a été voté en première lecture, c'est concernant la loi contre la maltraitance animale. Vous aviez déposé un projet au mois d'octobre qui n'a pas abouti. Là, aujourd'hui, vous êtes satisfait, mais est-ce qu'au fond, on va assez loin ? Parce que là, on n'interdit ni la corrida, ni la chasse à courre, ni l'élevage intensif. Verre à moitié plein, verre à moitié vide. Verre à moitié vide, c'est oui, ce projet de loi va beaucoup moins loin que celui que je portais. Il laisse de côté les sujets difficiles que sont les chasses cruelles, la chasse à courre, dont je suis résolument pour l'abolition, ou la vénerie sous terre. Il laisse de côté l'élevage, entendons bien, je parle d'élevage intensif, et le fait que nous devons sortir au plus vite de ces élevages de poulets en batterie, de lapins en cage, de porcs qui sont entassés avec 1 mètre carré par animal et qui ne voient la lumière du jour que le jour où ils vont à l'abattoir. Il faut au plus vite donner les moyens à nos éleveurs en qui ils vont avoir toute confiance pour faire la transition vers le système, vers le plein air. Il faut aller plus loin. C'est insuffisant ce qui vient d'être, ce qui va être voté définitivement. Verre à moitié vide. Verre à moitié plein, ce sont de bonnes mesures qui ont été votées. Le certificat de connaissance pour l'acquisition d'un animal domestique, la fin programmée des animaleries et pour lutter contre les achats impulsifs dans lesquels on va se ruer vers un petit animal mignon sans se demander si on va pouvoir lui donner soin et qui font qu'à la fin, la France est championne d'Europe des abandons d'animaux domestiques. Tout cela, la fin est programmée. Également, la fin programmée des animaux sauvages dans les cirques, dans les delphinariums. Un orque n'est absolument pas taillé pour être dans un delphinarium. C'est un animal qui vit pour le grand large. C'est un animal, les cétacés, on sait maintenant, la science nous a montré à quel point sont des animaux sociaux, conscients,
des animaux sensibles, des animaux intelligents, des animaux qui n'ont rien à faire dans nos delphinariums. Et les taureaux n'ont rien à faire non plus dans les arènes de corrida. Je ne vous le fais pas dire, et j'espère que cela sera pour une prochaine loi. Non, les taureaux n'ont rien à faire dans les arènes de corrida. Mais là, c'est pas un peu dire qu'on interdit les animaux de cirque, mais qu'on autorise les corridas? Écoutez, c'est déjà ça. Les cétacés, dans nos delphinariums, il en reste 33 en France, 29 dauphins et 4 orques. C'est très peu, mais ce sont des dizaines d'années de batailles et de discussions. Et le principe qui a été acté, comme quoi il y avait une période pendant laquelle on se donnait une certaine période pour mettre au point des sanctuaires qui pourront accueillir ces animaux dans des conditions proches du milieu naturel, est un principe important, et c'est pour ça que cette loi, il faut la saluer. Oui, et vous venez donc d'adhérer à Génération Écologie. Alors, sans être adhérent, je me suis apparenté... Vous aviez été Rassemblement pour la République En Marche, et avant d'être exclu parce que vous étiez présenté au municipal, maintenant vous êtes écolo. J'ai toujours été écolo, mais j'ai pensé à un moment que dans le cadre de la République En Marche, cela pourrait se faire de façon efficace. Après toutes ces péripéties, maintenant, mon port de rattachement, c'est Génération Écologie, pas au sens de l'adhésion. Pour l'instant, je n'ai de carte dans aucun parti, mais au sens où je travaille régulièrement avec ce parti, avec ce mouvement et avec sa présidente Delphine Batho. Nous avons eu l'occasion de mener ensemble des croisades contre les néonicotinoïdes ou pour le projet de loi que vous évoquiez contre la maltraitance animale. Et c'est à Génération Écologie que j'ai décidé que serait adressée la subvention publique qui correspond à mon mandat de député. Cela se fait avec une convention passée à travers Europe Écologie Les Verts, que je remercie au passage. Les mémoires d'Algérie, vous avez été à la une, regardez, de l'Obs, parce qu'évidemment, il y avait le rapport de Benjamin Stora sur la réconciliation difficile entre la France et l'Algérie, la mémoire. Mais vous, votre mémoire vous amène aussi en Algérie, dans toute votre famille. Je fais partie de ces millions de Françaises et Français dont la famille a été en partie en Algérie. Mes ancêtres ont été sur le sol algérien pendant toute l'histoire de l'Algérie coloniale. Et évidemment, ça a marqué, ça tisse des liens, et je suis convaincu que le destin de la France, le destin de l'Algérie, pour l'avenir, sont liés. Et ça s'est vu aussi dans mon engagement pour qu'éclate la vérité sur l'affaire Maurice Audin, dans le fait que j'ai présidé le prix Maurice Audin et dans les actions que j'ai pu faire en coopération. Donc assassiné en Algérie. Khaled Drareni est un journaliste que nous connaissons bien à TV5 Monde, pour lequel on ne cesse de demander aujourd'hui la libération parce qu'il est emprisonné en Algérie. Voyez derrière vous cette affiche qui est devant d'ailleurs l'entrée de TV5 Monde aujourd'hui. Vous êtes un de ceux qui militaient pour sa libération? Khaled Drareni n'a rien à faire en prison. Quand je dis ça, ce n'est pas une question. Je ne cherche pas du tout à m'ingérer dans la vie politique de l'Algérie, au contraire. Mais c'est juste une question de principe. Un journaliste ne peut pas se retrouver en prison pour avoir simplement fait son travail. Et avec la même exigence de défense des droits humains que j'ai appliquée pendant des années quand j'ai plaidé pour la révision des mémoires autour de Maurice Audin, et pour qu'enfin qu'on puisse dire ce qui s'est passé. J'ai fait partie de ceux qui ont poussé à la déclaration historique du président Macron, c'était le 13 septembre 2018, sur l'affaire Maurice Audin. De la même façon, je suis aujourd'hui militant avec le fils de Maurice Audin, Pierre Audin. Je fais partie de ceux qui disent que Khaled Drareni doit être libéré immédiatement. Donc vous lancez un appel très ferme aujourd'hui à l'attention du gouvernement algérien, peut-être aussi à l'attention d'Emmanuel Macron pour qu'il intervienne? À l'intention de toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui voient bien à quel point la préoccupation pour les droits humains est une exigence universelle. Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été aujourd'hui notre invité sur TV5 Monde. Merci Patrick Simonin.